très bonnes observatrices, parce qu'il faut trouver sur le terrain où sont réellement les objectifs. On a des indications, mais on n'est pas toujours tout à fait sûr. Alors, on a eu beaucoup de surprises. Et surtout, réagir très vite, parce que l'action dure quelques secondes. Donc, il faut être capable de coordonner les avions qui arrivent à toute vitesse et qui sont pressés de ne pas rester trop longtemps, les troupes au sol pour être sûr qu'elles n'avancent pas au moment où on va bombarder ou le contraire. Et donc, ça nécessite une bonne capacité de coordination. Voilà. Et cette équipe, à l'époque, c'était 6 personnes. Ce sont des équipes de gens, en général, très entraînés, très expérimentés. Il faut plusieurs années pour être sur ces fonctions dites de contrôleur avancé, ou pour être chef de TACP, ce qui était mon cas, pour être chef de l'équipe. Et on a des sous-officiers avec nous qui sont remarquables de maîtrise technique, de l'éclairage laser, en passant par tous les types d'armes et de véhicules qu'on puisse utiliser, qui sont aussi au passage infirmiers, etc., etc. Donc le but de cette équipe, c'est de se rapprocher de la cible suffisamment pour pouvoir guider les avions dessus sans erreurs. Et ensuite, pour guider les avions, on utilise plusieurs techniques. En général, on double. En fait, on fait un guidage visuel. Les avions restent en haute altitude, à plus de 3 km d'altitude, donc personne ne les voit. Et on les emmène sur la cible en leur faisant un parcours visuel, voilà, pendant que les avions sont en hippodrome pour regarder ce qui se passe en dessous d'eux. Et parallèlement, on éclaire la cible avec un faisceau laser qui n'est pas visible à l'œil nu et qui leur permet d'avoir une surprécision au moment du tir. En général, on cumule les deux parce qu'on a noté que dans ces opérations, aucun système n'est totalement fiable et le but, c'est de limiter la marge d'erreur. Surtout, c'est ça la complexité un petit peu de ces équipes, c'est que c'est elles qui prennent la responsabilité de la frappe. C'est-à-dire que le pilote a toute la responsabilité technique, c'est lui qui a le doigt sur le bouton pour lancer en général, ce sont des munitions guidées, des bombes ou des missiles, mais c'est le TACP qui doit décider si la frappe est opportune ou pas. Et donc à partir du moment où il donne son autorisation, ce qu'on appelle un hot run, seulement à ce moment-là, un cleared hot, pardon, je le trouve dans le jargon militaire, les avions ont l'autorisation de frapper, mais en fait la responsabilité a été prise par l'équipe au sol. Voilà. Donc s'il y a des petits-enfants qui sont morts pour apporter la démocratie pour les petites filles, c'est la faute de celui qui est au sol. Oui, tout à fait. C'est sa responsabilité d'estimer quels sont les dommages collatéraux qui risquent dans une frappe. Et ensuite, normalement, sauf s'il a des instructions particulières, c'est à lui de décider si elle est faisable ou pas. Vous savez, vous connaissez la technicité de l'arme qui va être envoyée. Oui. Son pouvoir de neutralisation. De destruction. Oui. L'uranium appauvri en Serbie, ça pose un problème d'envoyer une frappe à l'uranium appauvri sur un territoire civil. À cette époque, à ma connaissance, les munitions à uranium appauvri avaient été retirées du service. Les françaises ou les américaines ou les autres? Alors les Français n'en utilisaient pas dans l'arme aérienne, les Américains les avaient retirées parce que tout le monde a eu un doute après la guerre du Golfe. Ils ont été utilisés massivement et où manifestement étaient observés des syndromes médicaux inconnus. Il y a eu un doute, je crois qu'il n'a jamais été reconnu, malheureusement. Mais comme par hasard, les munitions, alors les Français en avaient des munitions à uranium appauvri dans les chars. Elles ont toutes été retirées du service. Et les Américains, à ma connaissance, en 1995, avec les A-10, n'en utilisaient plus. Donc c'est moins le cas de ces munitions que le fait que quand on frappe avec une arme, c'est forcément pour détruire. Et donc forcément, il va y avoir des morts. Je connais aucune arme qui n'est pas faite pour tuer. Mais si ça fait des morts sur plusieurs trentaines, dizaines, centaines d'années derrière, des cancers, des choses comme ça, est-ce qu'il y a ce problème d'état d'âme? Cette question-là... Ça vous est déjà arrivé de coordonner une frappe chimique? Non, jamais. Vous savez faire? Non, à ma connaissance, on n'utilisait pas d'armes chimiques. Donc, vous avez été formé. Est-ce que vous avez été formé pour ce type de but? Non. Nous n'en avions pas à cette époque. On utilisait, les armes chimiques étaient interdites dans l'armée française. Donc on les connaissait, on connaissait les mesures passives, les mesures de protection, parce qu'on avait peur qu'elles soient utilisées contre nous, mais on n'a jamais coordonné de frappe ni avec des armes chimiques, ni avec des armes nucléaires, parce qu'une arme nucléaire est tellement puissante, on évite de laisser une équipe de guidage à quelques kilomètres de la cible, sauf si elle veut avoir une espérance de vie, cette fois vraiment limitée. C'est une question de dosage. Alors pardon, j'ai pas terminé sur un point parce que ça fait partie du direct. Il faut imaginer ce moment très impressionnant où on a repéré la cible,
Alors, je vais prendre un exemple concret à Sarajevo, parce que c'est ce jour-là, on cherche des pièces d'artillerie, on pense qu'elles sont sur une colline, mais on ne les voit pas. On fait passer des avions de surveillance aérienne dessus, on n'a rien. Simplement, il y a des équipes de légionnaires qui ont entendu, plutôt qu'ils nous ont relaté des signes suspects. Ils trouvent qu'il y avait une activité anormale, ils ont entendu des sifflements, ils ont suffisamment d'indices, c'est un peu comme une enquête policière, pour nous orienter nos recherches. Alors qu'on est là en observation, on a des systèmes optiques très très puissants et on voit rien sur cette colline, ça s'appelle Lukavica. Puis d'un seul coup, il y a un rayon de soleil et là on s'aperçoit, simplement par l'ombre projetée du bout d'un canon de 10 cm, alors on est à 2 km de distance, on voit 10 cm d'ombre. En fait, oui, il y a un objet métallique anormal sur une colline comme ça, il n'y a pas normalement un truc. Et on découvre un canon d'artillerie qui en fait est intégré dans la colline, qui a été enterré. La nuit, les Serbes ont creusé des bunkers et de jour, totalement camouflés, y compris aux caméras thermiques, puisque la terre protège l'effet écran. Donc on est très content d'avoir trouvé ces canons, parce qu'on a vraiment matériellement, pour des équipes comme les nôtres qui sont hyper entraînées, trouver une cible, dire on a rempli notre job, et on va la détruire. On est en train de l'observer, et là on est halluciné, le canon tire sur la ville. Donc non seulement on a trouvé un canon serbe, mais en plus il tire sur la ville. On le voit, il y a la déflagration, une espèce de flamme orange, avec un léger décalage, on entend le bruit arriver, et puis on se tourne un peu inquiet pour voir où est-ce que ce canon a tiré. Souvent on ne le voit pas, un canon qui tire à plusieurs kilomètres, voire à plusieurs dizaines de kilomètres. Et là, les Serbes sont en train de tirer sur la sortie du tunnel que les Bosniens ont creusé sous l'aéroport. On voit un nuage de fumée, et je me souviens, cette image m'a marqué. On voit au milieu du nuage de fumée, on voit un bus qui s'est élevé et qui est en train de retomber. Voilà. Donc il y a plusieurs morts, à mon avis des dizaines de blessés. Donc là on est exactement dans le cas prévu par l'ONU de les Serbes utilisent des armes lourdes contre la ville, destruction immédiate. Donc on passe par un AWACS pour faire venir immédiatement une patrouille de chasseurs bombardiers. Comme l'OTAN a mis en place un dispositif hyper organisé, on a une patrouille d'avions dans 8 minutes qui arrive, je crois que c'est des Mirage 2000, qui descendent avec des bombes guidées laser. On est déjà, comme la cible, on l'a parfaitement localisée et identifiée, elle est claire, on est prêt à faire un passage. Et à ce moment-là, j'entends à la radio, stand-by. Bizarre, pas normal, dans un truc comme ça, normalement on ne devrait même plus prendre d'ordre, on devrait détruire la cible. Et on me rappelle, à la radio, pour me dire que l'opération est annulée. Voilà. Ça, cette opération annulée, on peut imaginer une fois que c'est parce qu'on est en train de discuter avec les Serbes et que bon, on a envie d'arrêter. À la 10e fois, ça devient un peu inquiétant. Et à la 100e fois, parce que j'ai dû guider à peu près, mon équipe a dû guider à peu près une centaine de frappes aériennes contre Sarajevo, donc 100 fois les camions serbes tirent sur la ville et qu'on les a 100 fois. Ces opérations ont été annulées. Voilà. 100 fois, on a fait descendre des avions, parce que les avions sont à 3000 mètres d'altitude. Donc quand ils plongent sur la cible, quand on donne l'autorisation, là ils s'exposent, ils descendent très bas pour être sûrs de tirer sur la bonne cible, et ils remontent. Il faut savoir que pendant ces quelques dizaines de secondes, là les avions prennent des risques énormes. Si jamais ils sont tirés, y compris par des bêtes canons mitrailleurs, etc., il y a un vrai risque que les avions soient battus. D'ailleurs, c'est arrivé un peu plus tard pour un Mirage 2000 français. Ouais. Donc on a surexposé des équipes très professionnel, pour une mission qu'en fait on n'avait pas l'intention de mener. Voilà. Et c'est pour ça que j'estime que ce témoignage est important, parce qu'il n'interroge pas sur ce qu'ont fait mes camarades, mes compagnons d'armes. J'ai admiré leur professionnalisme. Ce que je ne comprends pas, ce sont les décisions politiques qui ont été prises et qui justifient rien d'ailleurs, mais qui nous ont obligés à nous retrouver dans cette situation. Et surtout, le fait que 22 ans après, on n'a toujours pas de système de contrôle démocratique qui permettrait d'exiger de savoir ce qui a été fait au nom de la France. Au nom de l'argent public. Ouais. Ça coûte du pognon quand même, un avion de chasse. Du pognon et au passage quelques hommes. Oui, non, mais les hommes, maintenant, ça ne vaut plus rien. Non. Vous avez liquidé combien de fonctionnaires de l'armée quand vous étiez curateur de l'armée? 20 000? Il y a 20 000 postes qu'on sautait? Alors ça, c'est un autre sujet qui n'a aucun rapport avec Sarajevo. Quand on a restructuré l'armée de terre, on a